Bien, mes chers collègues, nous terminerons cet après-midi par l'audition de M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, je ne vous apprendrai pas que la personne entendue par une commission d'enquête doit prêter serment. Et bien évidemment, je considérerai comme lu les dispositions rappelant les peines en cas de faux témoignage. Monsieur Pierre Moscovici, prêtez le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie, Monsieur le ministre. Une question avant que nous débutions. Je suppose que vous interviendrez seul dans le cadre de cette audition, car dans le cas contraire, si un de vos collaborateurs devait intervenir, je devrais également lui faire prêter serment. Mais j'interviendrai seul. Merci, Monsieur le ministre. Bien, je vous propose de vous laisser, si vous le souhaitez, environ 10 minutes, mais à votre disposition, pour que dans cette fourchette de temps, vous nous exposiez dans un propos préalable tout ce que vous souhaitez dire à l'occasion de notre commission d'enquête sur ses objectifs, sur les questions qui vous ont été déjà un peu proposées, après quoi je donnerai la parole à notre rapporteur Éric Bocquet qui vous posera un certain nombre de questions qui seront certainement suivies par celles de certains de mes collègues. Traditionnellement, la fin de cette audition sera à l'initiative du rapporteur, mais Monsieur le ministre, si à la fin de celle-ci, vous souhaitez aborder des sujets que nous n'aurions pas abordés ou nous transmettre des informations que nous n'aurions pas suscitées, vous en aurez évidemment toute la possibilité. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, très heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de parler devant votre commission. Le rapporteur Éric Bocquet avait déjà contribué par un premier rapport à initier le mouvement de lutte acharné contre la fraude et l'évasion fiscale que nous mettons en œuvre désormais depuis quelques mois. Je dis ça parce que vous avez compris, et j'y insiste, que le gouvernement a fait de la lutte contre la fraude fiscale une priorité de sa politique. Nous sommes dans une période de crise économique et sociale. Les Français sont mis à contribution pour le redressement du pays. La fraude, qui allie l'injustice au sentiment d'impunité, devient purement et simplement, dans ce contexte, insupportable. Et ça, je pense que c'est un constat que nous pouvons faire tous ensemble. C'est ce qui détermine l'action du gouvernement dans sa lutte contre les paradis fiscaux. L'objectif, c'est de rendre moins attractifs ces territoires pour resserrer l'étau contre les fraudeurs. Il s'agit de développer les moyens d'investigation pour identifier ceux qui ne payent pas l'impôt dû. Il s'agit enfin de développer les sanctions pour ne pas les laisser impunis. Je parle de ceux qui méconnaissent ou détournent les règles. Vous vous interrogez de façon plus spécifique sur le rôle des banques dans le phénomène de lutte contre l'évasion fiscale internationale. C'est évidemment un sujet central. Qu'en ma qualité de ministre de l'économie et des finances, je me propose de traiter devant vous à travers deux aspects principaux. La lutte contre l'opacité fiscale et le secret bancaire d'une part, la lutte contre le blanchiment d'autre part. D'abord, la lutte contre l'opacité fiscale et le secret bancaire. En ce qui concerne ce sujet, je voudrais rappeler quelques évolutions tout à fait décisives qui se sont déroulées ces derniers mois sur le plan international, en rappelant que dans ce domaine, c'est ce niveau d'action qui, à mon sens, est évidemment totalement décisif. Un jour, une personnalité politique importante, il n'y a pas si longtemps, avait déclaré « le secret bancaire est terminé ». C'était après le G20 de Londres, on a reconnu un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, G20 qui a donné une impulsion décisive à ses travaux sur le plan international, mais qui n'a pas, loin s'en faut, éradiqué le secret bancaire. Donc je me garde pour ma part de ce type de formule, parce que je prétends que c'est un combat acharné, qu'en effet nous sommes en passe d'emporter, mais qui demandera encore toute une série d'efforts. Je comprends qu'on soit un peu méfiant désormais lorsqu'on entend que le monde a basculé. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser une formule de mon cru. Le secret bancaire vacille, comme il n'a jamais vacillé. Il reste à pousser encore ce combat. Je viendrai en détail si vous le souhaitez, mais je pense qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, et c'est un fait absolument inédit, un véritable consensus a émergé pour prendre des mesures efficaces pour que chacun paye sa juste part d'impôt. Et plus précisément, je le vois
dans les réunions auxquelles je participe, le G20 au niveau ministériel, le G20 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le G7, et je parlerai aussi de l'Union européenne, eh bien, une idée s'est affirmée qui est celle de la transparence fiscale. Certains raillent le fait que sans les États-Unis, qui ont mis en place cette législation dite FATCA, alors FATCA c'est le Foreign Account Tax Compliance Act, sans eux, rien ne se serait produit. Pourquoi pas? Il est exact que cette législation de 2010, qui institue une obligation pour les établissements financiers étrangers de fournir aux autorités fiscales américaines des informations détaillées sur les comptes bancaires détenus par les contribuables américains, a marqué un tournant. Parce qu'il faut s'en plaindre que ça vienne des États-Unis, dès lors que c'est cette législation qui nous permet aujourd'hui de demander à nos partenaires européens, et bientôt à nos partenaires du G20, je vais y revenir, une information équivalente à celle qu'ils fourniront aux États-Unis. Oui, cette initiative a été tout à fait marquante. Et nous ne devons pas nous en plaindre. Le fait qu'un État ait su imposer à ses partenaires, il avait, c'est vrai, le rapport de force pour cela, à ses partenaires les plus récalcitrants, le principe, je prononce ce mot parce qu'il est fondamental, de l'échange automatique d'informations, a permis à nos partenaires européens, à ses partenaires européens, à la France en premier lieu, de porter le sujet plus haut que jamais dans les instances internationales et d'en faire désormais, c'est ce qui a été affirmé il n'y a pas si longtemps, à Saint-Pétersbourg, il y a 2 semaines, à l'issue de la réunion du G20 des chefs d'État et de gouvernement, le standard international. Par ailleurs, si les évolutions internationales sont décisives, ça ne signifie pas pour autant que nous restions inactifs sur le plan interne ou bilatéral. Je citerai 2 exemples. D'abord, s'agissant de notre propre accord FATCA, j'espère pouvoir le signer très prochainement avec mon homologue secrétaire au Trésor, M. Jacquelot, peut-être, je l'espère, lors de ma prochaine visite à Washington à l'occasion des assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, donc au mois d'octobre. Et puis, la signature de la convention succession avec la Suisse au mois de juillet dernier, qui contient des dispositions importantes en matière d'échange de renseignements, ou encore le projet de loi de lutte contre la fraude, qui est aujourd'hui même discuté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui contient par exemple cet amendement prévoyant d'inscrire sur notre liste interne de paradis fiscaux tous les États qui ont refusé de s'engager dans le domaine de l'échange automatique d'informations. Sur ce sujet, si je devais résumer ma pensée, je dirais que vraiment, sous toute une série d'impulsions ou un faisceau concordant d'impulsions, des pas de géant ont été accomplis ces derniers mois, et j'ai le sentiment, pour participer à ces réunions internationales et européennes, qu'il y a quelque chose d'irréversible qui est désormais enclenché dans la communauté internationale et au niveau européen, avec toujours la France comme un acteur tout à fait important de ce mouvement. Deuxième thème que je voulais évoquer, c'est la lutte contre le blanchiment. Parce que les banques jouent aussi un rôle essentiel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Celle-ci a été conçue comme le moyen d'éviter que le système bancaire et financier ne soit le point d'entrée de flux financiers illicites dans notre économie. Les obligations de vigilance pesant sur les banques, leurs obligations de déclaration auprès de Tracfin sont un élément essentiel pour identifier ces flux et, le cas échéant, identifier leur origine et leurs auteurs. Ce n'est que récemment que la fraude fiscale est entrée dans le champ de la lutte contre le blanchiment. Historiquement, vous savez que c'est plutôt le trafic de drogue et d'autres délits de ce type qui ont servi de base à la construction du dispositif, mais au fur et à mesure que le champ des infractions entrant dans l'espace du blanchiment s'élargissait, il est devenu évident que la fraude fiscale devait également y figurer. Et la France l'a prévu en 2009 dans son propre droit, puisque elle a fait partie des pays, aux côtés là encore des États-Unis notamment, qui a défendu son inclusion dans les principes du GAFI, le GAFI étant l'organisation internationale que vous connaissez qui coordonne la lutte contre le blanchiment. Je pense que les outils que donne notre droit en matière de lutte contre le blanchiment sont utiles et efficaces pour venir appuyer la lutte que nous menons contre la fraude fiscale. Et de fait, ils permettent d'impliquer pleinement et efficacement nos établissements bancaires dans cette lutte, ce d'autant plus qu'ils ont, c'est mon sentiment, depuis plusieurs années, pris fortement conscience de leurs responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment. Alors, un pas supplémentaire a été franchi lors de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, c'est le jour de sa promulgation,
qui a été l'occasion de renforcer cet arsenal et créer de nouveaux outils qui vont permettre de renforcer encore l'efficacité de notre lutte contre le blanchiment, notamment dans le contexte de la lutte contre la fraude fiscale. Et ces dispositions-là, je le soulignais, ont fait l'objet, pour le coup, je vois ici des sénateurs qui ont participé à ces travaux, d'une approbation unanime sur tous les bancs à l'occasion de l'examen du projet de loi, que ce soit en première ou en seconde lecture, notamment dans le contexte de la lutte contre la fraude fiscale. La loi prévoit d'élargir le champ des déclarations de soupçons que les banques doivent faire à Tracfin. Elle crée par ailleurs une nouvelle obligation de déclaration automatique et objective qui ne nécessite pas nécessairement la manifestation d'un soupçon de la part de la banque, ce qui veut dire que les banques ont l'obligation de transmettre à Tracfin toutes les opérations qui auront été définies comme présentant un risque particulier, en raison par exemple de leur pays de provenance et ou de destination, par exemple si ça vient d'un pays non coopératif identifié comme tel, ou de la nature de la contrepartie, par exemple si l'opération implique un trust ou une entité juridique de même nature. D'ailleurs, sur ce point-là, dans les aspects internationaux que je soulignais il y a un instant, le G20 aussi affirme sa volonté de lutter contre les trusts et d'aller chercher derrière ces structures opaques quels en sont en vérité les véritables attributaires ou destinataires. Ces nouveaux outils que fixe la loi renforceront l'efficacité de l'action de Tracfin, pas uniquement dans le domaine de la fraude fiscale, parce que, et je conclurai là-dessus mon exposé, et je souhaite qu'il n'entretienne pas la confusion, Tracfin n'est pas une entité chargée de lutter contre la fraude fiscale. C'est un service dédié à la lutte contre le blanchiment, y compris en matière de fraude fiscale, mais également et principalement pour appuyer l'action de la justice et des services de police dans la lutte contre les trafics et délits, quelle que soit leur nature. Voilà les éléments que je voulais faire connaître à votre commission d'enquête comme introduction, avec le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une certitude et une conviction de ma part, qu'il s'agit désormais de plus en plus d'une priorité forte dans les politiques publiques que nous menons, tant dans le champ national qu'à l'échelle européenne et au plan international. Et je le répète, j'ai le sentiment, ça fait 16 mois que je suis ministre de l'économie et des finances, qu'on ne perd pas de temps et que des progrès très importants sont en train d'être enregistrés, à la fois sous la pression, c'est vrai, des États-Unis et des acteurs FATCA, de l'opinion publique, des parlementaires. Il y a des choses qui sont devenues absolument intolérables. Je pense que la pression de la crise est en train vraiment d'ébranler un certain nombre de vérités d'hier qui ne sont pas des vérités de demain.